Virus. Bon, bah, bienvenue, merci d'être là et de vous extirper des différentes animations qui sont en bas à la MSJ et au théâtre, donc sur le Draceni Gaming Festival. L'idée, c'est d'avoir un temps d'échange avec nos invités sur les métiers autour du jeu vidéo, les perspectives, comment on se forme, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce qu'il y a des tendances ou pas autour des métiers du jeu vidéo. Donc, autour de la table, chacun prendra le temps évidemment de se présenter, mais on a Emmanuel Forçant de l'Agence française du jeu vidéo. Et donc, tu nous diras, voilà, tu nous diras plus précisément ce que c'est, d'où ça vient. On a Nicolas Romain d'un studio qui est basé à La Ciotat, un studio de création multimédia. On a Vincent Goletto, qui est le directeur de mode à Draguignan et qui propose notamment des actions de formation autour des métiers du numérique. Et on a Michael Newton, qui représente aujourd'hui à la fois une association qu'il a créée il y a quelques années qui s'appelle Loisirs Numériques, un dispositif qui s'appelle la Bourse du jeu vidéo et qui travaille depuis plusieurs années chez un des plus gros éditeurs mondiaux du jeu vidéo, Ubisoft. Voilà. Donc on va commencer. Moi, je vais parler peu. L'idée, c'est que plutôt que ce soit vous qui parliez. Et après qu'on ait un temps, si vraiment vous avez des questions, des choses qui vous intéressent, des choses qui vous questionnent, n'hésitez pas tout à l'heure à nous poser quelques questions. Donc, Emmanuel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à la fois de l'envie, et à la fois peut-être des fantasmes autour des métiers du jeu vidéo. Voilà, tout le monde aurait envie d'en faire parce que tout le monde en pratique. Et on se dit, tiens, je joue beaucoup. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être mon métier finalement? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Et où est-ce qu'on en est en fait des métiers du jeu vidéo? Oula, où est-ce qu'on en est des métiers du jeu vidéo? Alors, je vais répondre à la première question, puis je pense qu'on déroulera la seconde question sur où est-ce qu'on en est des métiers du jeu vidéo. Alors, la première question, je joue beaucoup, pourquoi est-ce que j'en ferais pas mon métier? De la même manière que j'adore manger des gâteaux et c'est pas pour autant que j'ai envie de devenir pâtissier. Donc l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais en fait ça n'a strictement rien à voir. Jouer et créer des jeux vidéo, il faut bien se rendre compte que ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, en général, ceux qui créent des jeux vidéo jouent de moins en moins. D'abord parce qu'ils n'ont pas le temps, mais voilà, c'est des compétences particulières. Alors après, il y a l'e-sport. Si je joue beaucoup à des jeux vidéo, peut-être que je serais bon dans l'e-sport, mais par rapport à la création, ça n'a rien à voir. Par contre, si je fais des mods, si je triture des jeux vidéo, si je suis intéressé par la programmation, si je joue avec Photoshop, Blender, là, oui, il faut se poser la question, ça peut être intéressant. Si j'écris des scénarios, oui, ça peut être intéressant, effectivement. Là, il y a toute une palette de métiers donc, qui sont des métiers de la création. Il faudra aussi qu'on parle d'autres métiers, parce qu'il n'y a pas que les métiers de la création dans le jeu vidéo, il y a aussi les métiers de l'édition. Il y a plein d'autres métiers. Donc, justement, c'est quoi les grandes catégories finalement de métiers dans le jeu vidéo? On a besoin de quoi pour créer un jeu vidéo? Alors, pour créer un jeu vidéo, on a besoin de programmeurs, on a besoin d'infographistes, on a besoin de game designers, on a besoin de chefs de projet. Voilà, et de musiciens. Bah, pour le créer, on n'a pas besoin de marketeurs et de musiciens. Ensuite, donc on a les métiers du publishing, de l'édition, où on a des commerciaux, on a du marketing, on a de la communication. Alors, de temps en temps, ces métiers sont intégrés chez le créateur. Aujourd'hui, il y a des créateurs qui s'auto-éditent et donc qui vont intégrer les métiers de marketing, de communication, etc., etc. Et après, il y a plein d'autres métiers qui sont des métiers connexes. Donc, il y a les attachés de presse, tout ce qui était communication qui peut être externalisé. Il y a tous les métiers de la logistique, la supply chain, etc., etc. Tous les métiers de l'encadrement, voilà, donc qui sont des métiers plus génériques et donc qui vont avoir plus de passerelles avec d'autres industries. Mais un game designer, par exemple, a assez peu de passerelles avec d'autres industries. Un programmeur en a déjà beaucoup plus. Un infographiste aussi. Il va pouvoir aller travailler dans la publicité, dans l'animation, etc., etc. J'imagine que on développe des jeux vidéo depuis un demi-siècle, finalement. Peut-être même plus. Ouais, presque. Voilà, presque. Vous-même, il me semble que vous avez participé il y a quelques décennies à la... Moi, j'ai presque 40 ans de jeux vidéo. Donc, avant de créer la FJV, j'ai commencé... en fait, j'ai commencé en même temps que le jeu vidéo commençait en France, chez Infogrames, donc en 86.
Le jeu vidéo est arrivé en France au début des années 80 et les premières sociétés se sont créées donc voilà, dans ces eaux-là, 85-86. Moi, j'ai commencé en 86. Donc, c'est une industrie qui a grandi et que j'ai vu grandir, que j'ai accompagné. Et puis après, j'ai pris un peu de distance. J'ai créé la FJV il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, en gros, j'ai fait 20 ans de création de jeux vidéo et presque 20 ans d'AFJV, qui est une structure qui aide les professionnels et qui notamment fournit un service de ce qui est celui de l'emploi. En fait, il y a toutes les offres d'emploi du secteur du jeu vidéo se retrouvent sur la plateforme de la FJV. Donc, juste en un mot, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui seraient intéressés, curieux de savoir justement quels sont les métiers de la FJV, allez jeter un coup d'œil sur le portail de l'emploi. C'est du réel, c'est du concret, c'est du tout de suite. Donc, vous verrez quelles sont les qualités qui sont recherchées, quelles sont les compétences qui sont recherchées pour un programmeur, pour un infographiste, pour un game designer, pour un community manager. Voilà, quelles sont les exigences, et vous allez voir que c'est pas tout à fait facile et qu'il va falloir se mettre au boulot et bien bosser à l'école pour arriver à percer dans ces métiers. Il y a une forme d'exigence quand même dans ce secteur, l'exigence en termes de niveau, en termes de compétences, en termes de temps passé à étudier? Ou est-ce qu'on prend en gros un passionné qui est capable de faire J'ai une réponse assez simple en fait. En ce moment, on doit avoisiner les 600 offres d'emploi. Il y a 560, 500, ça dépend. Bah, en gros, voilà, il y a presque 600 offres d'emploi. Il y a 67 000 inscrits à l'alerte emploi. 600, 67 000. Donc évidemment, les recruteurs sont extrêmement exigeants parce qu'ils ont le choix. Alors, c'est compliqué en ce moment, il y a une pénurie, etc. Mais il y a très peu d'élus, il y a très peu de gens qui arrivent à percer dans le secteur du jeu vidéo. Il faut être passionné, il faut avoir du talent, et aujourd'hui, il faut avoir des diplômes. Voilà. Donc, c'est compliqué, c'est pas un secteur qui recrute facilement. Il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on est vraiment hyper motivé et hyper talentueux. Et ces formations, c'est quoi? C'est une formation, on passe son bac, on va dans une fac, on apprend ce métier de jeu vidéo. Comment ça marche en fait, la formation pour devenir un professionnel du jeu vidéo? Il y a plein de formations. Enfin, pour le coup, on peut faire une fac d'histoire et rentrer dans le jeu vidéo. Alors ça, c'est un petit peu quand on rentre un petit peu par hasard, mais le jeu vidéo a besoin de tous les métiers et de toutes les compétences parce que Assassin's Creed, il y a des historiens qui bossent chez Ubisoft sur Assassin's Creed. Si on reste dans les catégories classiques, il y a des parcours assez classiques. Les programmeurs, le mieux, c'est de faire une école d'ingénieur et derrière une spécialisation, si possible, jeux vidéo. Pour les graphistes, le mieux, c'est de faire les beaux-arts, les arts appliqués et derrière une spécialisation jeux vidéo. Et souvent, ce sont des spécialisations qui coûtent cher parce que c'est des écoles privées. Pour le game designer, c'est pareil. Alors là, pour le coup, ça va être post-bac. Et puis après, sur les autres métiers, commercial, marketing, c'est des écoles traditionnelles. Il n'y a pas de formation spécifique aux jeux vidéo. Mais pour les programmeurs et pour les infographistes et les game designers, il y a des formations spécifiques. Et aujourd'hui, il faut quasiment avoir fait ces formations spécifiques pour pouvoir rentrer dans le secteur. Ok, merci Emmanuel. Nicolas, donc vous dirigez, vous avez créé un studio. Voilà. Vous avez créé un studio à la Ciotat, Iconic, alors, qui propose des produits multimédia. Je n'ose pas les qualifier de jeux vidéo. À vous de nous dire. Non, non, mais vous pouvez oser. Et des jeux vidéo. Et en tant qu'employeur, comment vous réagissez à ce que dit Emmanuel? Alors, c'est marrant parce que je vois que dans le métier, en fait, on a on utilise les mêmes outils, les mêmes images. Hein. Moi, il y a un discours que je fais aux jeunes lycéens qu'on reçoit en stage d'observation. Et le premier truc que je leur dis, c'est pas parce que vous aimez les pizzas que vous allez être un bon pizzaïol. Par contre, un bon pizzaïol, il aime les pizzas, ça c'est sûr. Ça veut pas dire qu'il en mange tous les jours, hein, mais il doit savoir ce que c'est qu'une bonne pizza. Donc ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a quand même un fantasme sur le jeu vidéo. J'ai beaucoup de gens qui viennent nous voir en fait pour entrer, et sur des mauvaises bases. Ce qui doit vous motiver le plus, c'est pas le jeu vidéo, c'est la création. Et le jeu vidéo, il n'a pas 40 ans, parce qu'en fait, le jeu vidéo, il appartient à une grande famille qui est le jeu. Et le jeu, ça remonte
à l'âge de pierre, ça remonte à l'émergence de l'intelligence de l'homme. C'est-à-dire que l'agone, l'organisation de la cité grecque, elle est basée, l'agone, c'est le jeu organisé, c'est le jeu des amis de la République. Donc ça a toujours existé, le jeu, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que l'enfant apprend, c'est comme ça qu'on se divertit, c'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça qu'on séduit, c'est comme ça tout est régi par le jeu en réalité. La société de consommation de masse a déconstruit le jeu, elle a mis le jeu un peu de côté. Aujourd'hui, on est dans la compétition, ce qui n'est pas pareil que le jeu. Le jeu, il n'y a pas d'enjeu dans le jeu. Le jeu, c'est quelque chose qui est gratuit, on le fait pour s'amuser. Et donc, le jeu, si vous êtes mu par ça, si vous êtes passionné en fait par si vous êtes des rôlistes, si vous aimez créer, si vous aimez dessiner, si vous aimez écrire des histoires, si vous êtes passionné par la cinématographie, là oui, ça m'intéresse. Si vous aimez les jeux vidéo, ça m'intéresse un peu moins, parce que ça peut être une fausse piste en fait. Donc la première chose, c'est ça, le cœur qu'on partage, le cœur battant qu'on partage dans une boîte de jeux vidéo, c'est l'envie de créer. Et l'envie de créer, ça peut être même antagoniste avec le fait d'être un joueur. Le jeu promeut, la plupart du temps, promeut un esprit de compétition, un esprit de succès, de victoire, qui est incompatible avec la création. Incompatible. C'est-à-dire qu'un bon créateur n'est pas quelqu'un qui est compétitif, c'est quelqu'un qui est coopératif, c'est quelqu'un qui aime travailler avec, c'est pas quelqu'un qui aime travailler contre. Donc nous, on n'a pas des requins chez nous. On a des oiseaux qui s'envolent, qui vont dans les étoiles, des rêveurs, des gens qui imaginent. Et au niveau du recrutement des métiers, c'est ça qui est compliqué. C'est tu l'as très bien dit, il y a trois familles. Il y a trois familles, art, tech et les usages, le game design. Donc il y a les gens qui font de la tech, les développeurs. Alors dans chaque métier, dans chaque catégorie de métier, il y a tout un panel de métiers. C'est-à-dire que dans la partie tech, il y a des gens qui font vraiment de la tech, qui font du code dur, qui sont de l'algorithmique, qui font de l'IA, qui font des choses très très compliquées, des mathématiques. Et puis il y a des gens qui font de l'intégration dans un moteur. Donc ils sont en cheville avec l'art, c'est-à-dire qu'ils sont, si on fait un triangle entre l'art, la technique et les usages, ils sont entre la technique et l'art. Il y a des gens qui travaillent sur les usages, c'est-à-dire les game designers. Il y a plein d'autres gens dans les usages. Il y a des ergonomes, il y a des gens qui travaillent sur les UI, enfin il y a plein de métiers sur cette partie-là. Et puis il y a la partie art, alors elle est artificiellement découpée parce que dans les petits studios, en tout cas, moi je connais que ça. Je suis très admiratif du travail d'Ubisoft, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Pour moi, c'est une boîte noire que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on fait pour faire une boîte de plus de 50 personnes, ça me dépasse. Donc moi, c'est un petit studio, on est 35, on est au bord de la mer et on fabrique des jeux en réalité virtuelle. Donc là, on prépare 2 jeux pour des grosses licences. C'est des adaptations de jeux pour des éditeurs. Donc c'est pas nos licences, mais on écrit aussi des licences propres. Et donc ces métiers, il y a dans chaque pôle en fait, il y a plein de métiers différents. Et moi je pense que tout le monde peut trouver en fait une place dans une société de jeux vidéo à 2 conditions. La première, c'est de ne pas se tromper sur pourquoi on va vers le jeu vidéo, c'est pour créer. La deuxième, c'est que c'est une expérience, c'est une œuvre collective, un jeu vidéo. On travaille ensemble. Donc il ne faut pas se tromper non plus sur les critères de réussite. On utilise l'intelligence collective, c'est-à-dire que et donc on demande 2 choses contradictoires. On demande une technicité dans votre corps de métier. Si vous êtes game designer, il faut savoir ce que c'est que le game design. Il faut connaître les mécaniques de jeu, il faut avoir tout lu, testé des centaines de jeux, il faut être offensif sur cette partie-là de votre spécialité. Et en même temps, on vous demande d'être plus que ça. C'est-à-dire que dans les petits studios, on demande de la polyvalence. Ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, mais ça veut dire que moi, j'ai un DIRTech, qui je considère est le meilleur du monde. Alors s'il me voit, salut Eric. Et mon lead dev, il écrit, il me fait des propositions artistiques, il fait des dessins, il discute avec le game designer de game design. Il n'est pas cantonné à son périmètre d'intervention. Et ça, c'est important parce que c'est un peu comme dans Ratatouille. N'importe qui peut devenir un bon cuisinier. N'importe qui ne peut pas devenir un bon cuisinier, mais un bon cuisinier peut venir de n'importe où. C'est-à-dire que les bonnes idées, elles peuvent surgir à n'importe quel moment, de n'importe quelle personne. Le parti pris graphique, comment on caractérise un personnage, comment on fait le design d'un personnage, comment on résout cette énigme sur cette partie du gameplay, c'est quoi la prochaine étape, le prochain twist narratif. C'est pas forcément le scénariste ou c'est pas forcément le game designer qui va trouver la solution. Ça peut venir de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est passionnant. Moi, j'ai choisi ce métier. J'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé dans la stratégie portuaire, vous voyez, des trucs super intéressants. J'étais enseignant. J'ai choisi le jeu vidéo parce que ça me passionne. Et dans le jeu vidéo, il y a encore une sous-famille. Moi, j'ai choisi la réalité virtuelle. Et je vous invite tous, si vous voulez devenir développeur de jeux vidéo, à foncer vers la réalité virtuelle. Pourquoi ?
pas parce que c'est un média qui est génial et tout. Moi, je vous parle que de création, je m'en fous du média. Parce que la réalité virtuelle, c'est l'inverse du jeu vidéo aujourd'hui. Le jeu vidéo, c'est devenu une industrie extrêmement structurée, processée avec des process, et ça broie la créativité. Un jeu vidéo, c'est entre 2 ans quand ça se passe bien, et ça se passe jamais bien, et 5 ans dans un processus, on va dire, moyen. Toute créativité est annihilée et détruite. 5 ans sur le même sujet, faites le test. Commencez aujourd'hui, vous verrez 5 ans sur la même idée, vous allez mourir. L'idée, le truc qui vous paraissait génial, les vampires, bah, ça vous sort par les yeux. Vous ne pouvez plus voir un film, un truc sur les vampires, tellement vous en avez bouffé pendant 5 ans. Nous, dans la VR, on a une chance incroyable, c'est que ça dure 45 minutes l'expérience. 45 minutes. C'est génial, il n'y a pas 10 heures de jeu, il y a 45 minutes en moyenne. Donc ça veut dire que nos expériences, elles sont plus courtes. Ça veut dire que nous, on travaille 12 mois entre 12 et 14 mois sur un jeu. Et donc, on s'éclate comme des bêtes. On se régale. Créativement, on se régale. Alors, on gagne moins d'argent que dans le jeu vidéo parce qu'on en vend moins, c'est encore un marché de niche. C'est une grosse niche, hein, quand même. Hein. Cette année, il s'est vendu 11 millions de casques. Hein, donc, c'était l'année dernière. Donc, cette année, c'est beaucoup plus que ça. C'est le double. Donc, c'est une grosse niche. Je crois qu'on a 23 millions cette année. Donc, c'est une grosse niche, mais ça reste une niche quand même par rapport aux jeux vidéo. Et c'est un sujet qui est passionnant parce que créativement, vous n'êtes pas éreinté. Ça reste à échelle humaine. C'est des petites équipes. C'est le deuxième avantage. Et le troisième, c'est que c'est une terre inconnue. On est dans une terre inconnue sur la VR. Moi, les seniors en VR, ça n'existe pas, hein, je vous le dis. Hein. Les types qui m'envoient des CV avec marqué senior VR, je suis mort de rire. Moi, j'étais là quand ça a commencé. J'étais là quand on a eu les premiers casques Samsung. Voilà. J'étais là au début. Il n'y a pas de senior, ça n'existe pas. Il faut tout réinventer. Le game design, c'est pas le même. On doit utiliser le corps. Le fait de se mettre à couvert avant de tirer avec un fusil, dans un jeu vidéo, c'est un gameplay qui est poncé. On le connaît par cœur. En VR, il faut tout réinventer. Le mec, il fait travailler les cuisses. Il va pas pouvoir tenir pendant 2 heures derrière un muret. Tout est à réinventer. Le cadre de la caméra, le son qui est spatialisé, le son qui doit conduire l'action. Vous voulez attirer le regard d'un joueur, il faut qu'il y ait un son qui le guide parce qu'il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et pourquoi il se tournerait? Donc tout est à réinventer dans la VR. Donc c'est un domaine pour les jeunes énergies. Voilà, foncez sur la réalité virtuelle, c'est l'avenir du jeu vidéo, je vous le dis. Hein. Alors les fatboys du jeu vidéo ne le savent pas encore parce qu'ils n'investissent pas là-dedans. Il y a très peu d'éditeurs et de studios qui investissent massivement là-dedans, à part Meta et les grands constructeurs, mais c'est l'avenir du jeu vidéo, pour la création et pour les usages. Donc là, on est le 15 octobre 2022. On verra si ta prophétie se réalise. Elle sera datée. Elle est déjà réalisée. Parce que si tu regardes les chiffres publiés par Meta, je ne parle même pas de la sortie de la PSVR 2, c'est déjà une réalité. Donc, en fait, j'ai déjà gagné ce sujet. Juste rajouter une toute petite chose, ça sert à rien d'opposer jeu vidéo et VR. J'ai bien compris, mais la VR fait partie du jeu vidéo, de l'environnement jeu vidéo, et il n'y a pas que dans la VR où on fait des produits courts, il y a toute la scène indépendante qui fait des projets extrêmement courts, il y a la scène mobile, etc. etc. Donc voilà, il n'y a pas que la VR qui fait des projets courts, et travailler sur un jeu vidéo pendant 5 ans, certes, c'est un temps, mais c'est un autre format et ça peut être aussi passionnant. Voilà, juste ça. Et juste pour rebondir encore là-dessus, c'est vrai qu'il y a plein d'autres formats courts et il y a même un format qui est très intéressant aujourd'hui qui est la synchronie. Donc quand on fait un jeu qui est en VR, sur un casque, et qui est croisé avec un jeu sur tablette. Donc en plus, il y a des passerelles aujourd'hui. Et donc oui, non, mais ce que je veux dire, c'est tous les nouveaux formats du jeu vidéo. Il y a aussi le game série, qui est un format qui est tout ce qui est série interactive, qui est un format très intéressant. On a un champion français, Dontnod, là-dessus, sur ces sujets-là. Donc oui, c'est des sujets... je parlais plutôt des triple A. C'est fait exprès. Merci Nicolas. Vincent. Donc, on nous décrit 3 grandes catégories de métiers. En gros, des métiers autour de la technique, des métiers autour de l'artistique, des métiers plutôt autour de l'expérience utilisateur. Mais pour y arriver, ce que disait Emmanuel, il y a des actions de formation, des formations qui sont de plus en plus exigeantes, mais des personnes auraient envie de faire ces métiers-là et pour autant n'ont pas forcément l'ambition ou les moyens ou le capital nécessaire pour pouvoir aller sur des formations aussi longues. Comment un organisme de formation à Draguignan, par exemple, arrive à proposer des actions de formation autour de ça? Alors, oui, pour parler un petit peu plus globalement, donc nous on a un centre de formation qui existe depuis 20 ans et qui s'appelle MOD et qui s'est spécialisé dès le départ sur les métiers du numérique. Donc, durant ces 20 dernières années, on s'est toujours efforcé de
d'apporter une réponse en termes de formation adaptée aux besoins et aux nouveaux besoins. Et ce qui se dessine depuis ces dernières années, c'est qu'il y a un entrain plus présent autour des métiers du développement et autour des métiers du design. Et nous, ça va être, on va dire, la première représentation dans nos actions de formation telles qu'on les propose sur le centre de formation mode, donc sur la Dracénie, mais également sur Fréjus-Saint-Raphaël jusqu'à Toulon. La particularité des nouvelles actions de formation, de développement et de design, c'est qu'elles ont un petit peu muté dans leur structure, puisqu'on était initialement sur des actions de formation qui étaient vraiment basées sur un apprentissage qui se faisait crescendo, où on allait monter dans les compétences et, on va dire, franchir les différentes étapes au fur et à mesure. Aujourd'hui, ces actions de formation ont vraiment basculé dans le volet projet. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que quand on parle de projet, on parle à la fois d'acquisition de compétences, mais on parle aussi d'envie créative. Et donc, parmi toutes ces envies créatives qui se dessinent au travers des actions de formation que l'on peut dispenser, eh bien, il y a de plus en plus d'envies créatives autour des métiers du jeu vidéo, autour de la production de jeux vidéo. Et donc, il n'est pas rare de voir un apprenant, un stagiaire qui termine son parcours de formation avec un projet, peut-être pas abouti, peut-être pas finalisé. Bien évidemment, généralement, ça ne sera pas abouti, pas finalisé, mais avec son idée qu'il veut promouvoir face à un jury de professionnels. Et donc, il franchit l'étape de validation de sa qualification et de son diplôme par le biais de ce projet. Et donc, ça crée vraiment pour moi une profondeur à l'action de formation, et surtout des actions de formation qui, au-delà de la compétence qu'elle apporte, se rapprochent des envies créatives des apprenants. Parce que ce soit dans les métiers du développement, du design et surtout dans les métiers du jeu vidéo, s'il n'y a pas la petite étincelle de créativité, comme ça a été évoqué initialement, il n'y a pas le moteur en fait. C'est-à-dire que si on n'est pas là, si on n'a pas une idée de départ pour créer à la base un jeu, il n'y a pas cette étape. Cette étape, elle va manquer, et elle le manquera dans le parcours de formation. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une grosse acquisition de compétences, mais il manquera ce petit grain de folie qui est la créativité. Je voudrais juste faire une petite parabole entre ce que l'on a évoqué, c'est-à-dire on a parlé de l'industrie du jeu vidéo. Oui, elle est là, elle est présente, l'industrie du jeu vidéo. Elle génère une main-d'œuvre, un besoin en personnel et en compétences de manière importante. Mais moi, ce que je détecte aussi, c'est une forme de gamification dans les usages du quotidien dans notre société. Gamification, c'est-à-dire? Alors la gamification, c'est le fait de plus en plus s'appuyer sur le jeu pour transmettre des messages. Il y a quelques années en arrière, on parlait de serious game, je ne sais pas si ça vous parle. Aujourd'hui, on parlera de gamification parce que le jeu, d'une certaine manière, s'insinue un petit peu partout. Et même, on pourrait dire qu'une bonne ergonomie, c'est une ergonomie où on va prendre plaisir, où on va s'amuser à se balader dans l'application. C'est déjà une forme d'étude dans comment je crée une envie, un plaisir dans la navigation dans mon outil. Et donc ça se scénarise, ça se fait pas par un claquement de doigts, il y a des allers-retours, il y a beaucoup d'énergie consacrée tout simplement à la façon on va dire, de décliner les différentes étapes dans l'expérience utilisateur. Et du coup, ça ne s'adresse pas forcément qu'aux ingénieurs, qu'aux personnes qui vont faire des très grosses études. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui sont sensibilisées à la culture du jeu vidéo pour l'intégrer dans tout ce qu'ils vont produire. Et c'est, je pense, aussi l'occasion pour moi de vous dire que les actions de formation telles que l'on les mettra sur des titres professionnels de niveau 5 ou 6, c'est-à-dire que du coup, au niveau Bac plus 2, voire Bac plus 3, eh bien, c'est aussi assez souvent l'opportunité pour des personnes qui veulent découvrir ce nouveau métier, s'impliquer,
et donc se positionner sur des actions de formation sans passer par sans se retrouver recalés trop vite parce que ils auront loupé leur chance sur l'école d'ingénieurs, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, il existe quand même des passerelles qui ne nous feront pas échapper à une masse de travail énorme. Hein, attention, hein, il faudra énormément travailler. Mais vous avez aujourd'hui des opportunités qui s'offrent à vous si vous êtes intéressé par les métiers du jeu vidéo pour franchir, brique après brique, étape après étape, c'est ce chemin qui pourrait vous amener à une forme d'autonomie dans une des parties du développement du jeu vidéo, parce que, on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas tous des musiciens. On peut être développeur, mais on peut pas. C'est quand même difficile d'être musicien et développeur. Et donc à un moment, vous allez devoir faire appel à des copains pour, si vous voulez vraiment développer un jeu vidéo, vous ne pourrez pas tout faire vous-même. Mais là encore, il existe des palliatifs. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques qui vous permettent de venir produire quelque chose, présenter quelque chose, sans forcément avoir autour de vous tous les corps de métier. Donc on parlera peut-être un peu plus amplement des moteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 2 moteurs qui se dessinent. Alors, il y en a probablement plus, mais le moteur Unreal et le moteur Unity sont aujourd'hui les deux branches, pour moi, de départ pour aller vers une première expérience dans le développement de jeux vidéo. Voilà. Oui, donc on distinguerait d'une certaine façon le secteur professionnel du jeu vidéo avec ses exigences telles que a pu nous le décrire Emmanuel et ce que vit Nicolas, et d'autres secteurs d'activité qui finalement s'approprient à la fois les techniques, les usages, une façon de raconter les histoires du jeu vidéo, et qui sont aussi des perspectives en fait, de travail, mais qui ne sont pas du secteur du jeu vidéo en tant que tel. Il y aurait ces deux aspects. Mais qui peuvent potentiellement, à un moment, être un déclic et être un tremplin pour aller investir les briques supplémentaires nécessaires à aller vers ces métiers. Il me semblait sur un échange qu'on avait eu il y a quelques mois, Emmanuel, vous évoquiez un cuisiniste, il me semble, qui vous avait sollicité. Alors, dans les offres d'emploi qui sont postées sur le portail de la FJV, il n'y a pas effectivement que des offres d'emploi qui concernent le jeu vidéo, même si c'est 95 ou 99%, je n'ai pas fait le compte exact. Mais de temps en temps, on voit popper des annonces qui cherchent des compétences jeux vidéo pour d'autres industries. Alors, celle qui m'amuse le plus, c'est effectivement un cuisiniste qui cherche des graphistes temps réel, donc qui sont capables de modéliser et il cherche. Alors, je crois qu'il a recruté son programmeur, mais voilà. Typiquement, de la 3D temps réel, donc graphiste, programmeur, pour quelqu'un qui va proposer des cuisines et visiter sa cuisine en temps réel, etc. etc. Donc, il y a des compétences qui sont recherchées, mais on a par exemple MacGuff qui fait les Minions. C'est MacGuff, c'est Illumination qui fait les Minions, qui cherche régulièrement des programmeurs, donc qui poste des offres d'emploi sur le portail de la FJV pour chercher des programmeurs spécialisés dans les outils d'animation. Et on a besoin dans le jeu vidéo de programmeurs qui vont s'occuper, alors je vais rentrer dans des aspects un peu techniques, mais du rig, où le rig, c'est la manière de gérer les articulations d'un modèle 3D. Donc c'est surtout sur des modèles humains ou sur des animaux, mais donc ou sur des monstres effectivement. Mais voilà, c'est tout le rig, c'est toutes les articulations et tout ça se gère à la fois par les infographistes, mais aussi pour les programmeurs. Et donc aujourd'hui, MacGuff cherche des programmeurs qui vont pouvoir s'occuper du rig ou qui vont pouvoir développer des outils destinés aux infographistes, donc des outils qui vont développer des petits plugins dans Maya, dans 3D Studio, etc. etc. Voilà, toutes ces compétences aujourd'hui qu'on a dans les jeux vidéo servent d'autres industries. Dassault poste régulièrement aussi pour des infographistes et pour des programmeurs. Voilà. Ok. Et Michael, vous avez finalement plusieurs postes d'observation par rapport à l'échange qu'on a pu avoir depuis tout à l'heure. C'est à la fois d'un très gros éditeur international, donc de voir vos collègues dans ces différents corps de métier, mais aussi d'un point de vue, j'allais dire, plus terrain d'une certaine façon, avec une association que vous avez créée, Loisirs Numériques, qui porte bien son nom, et aussi un dispositif qui s'appelle la bourse du jeu vidéo. Comment, par rapport aux échanges qu'on vient d'avoir, comment ce double regard-là
vous permet d'analyser les perspectives d'emploi, les perspectives de métier et de formation? Vous avez 2 heures, il ne marche que 40. Non, c'est une bonne question. En fait, je retiens surtout que en fait, je prends beaucoup de recul par rapport à tout ce qui a été dit. Et je me dis qu'on est dans un univers qui a l'air très compliqué. Enfin, on parle de création, on parle de motivation, on parle d'être des gens déterminés qui veulent absolument raconter des trucs et tout. Et si je prends un peu de recul, messieurs, vous faites très très peur. Voilà, on a l'impression que c'est un truc austère qui fait pour lequel il faut absolument avoir des niveaux d'études très très élevés, et surtout ça rend le truc ultra élitiste. Et je pense que c'est un des trucs qui traîne, un des boulets qui traîne au pied du jeu vidéo. Et je pense qu'il est aussi important, je vois qu'il y a pas mal de parents, depuis tout à l'heure je suis en observation, je prends des notes, et il y a beaucoup de parents qui sont perdus, qui se disent, bon, qui viennent sans doute là pour leurs enfants, et qui doivent se dire, je comprends absolument rien à ce qui a été dit, c'est quoi UI, c'est quoi l'IA, c'est quoi, je ne comprends rien. Mais sans doute que souvent, c'est plutôt pour le petit garçon, il comprend tout et c'est super. Et bien moi, je pense qu'il y a aussi tout ce travail d'essayer, tant pour un grand éditeur comme Ubisoft, que pour ce qu'on fait côté loisirs numériques, qui est de démystifier ce qu'est le jeu vidéo, essayer de... on en parlait à l'instant, un peu de tordre un peu ces règles initiales pour le ramener vers d'autres choses, peut-être un petit peu plus digestes pour tout le monde. Et donc d'amener des personnes qui sont peut-être en dehors du jeu vidéo d'habitude, mais effectivement qui font du dessin. Je croisais Louane, par exemple, qui veut rentrer dans le domaine du jeu vidéo et qui n'a pas forcément les codes pour comprendre ce domaine-là, mais je sais qu'elle a forcément des choses à y apporter à ce domaine, de par sa fraîcheur, de par son envie. Et ça, c'est super important, en fait, de rassurer des profils comme celui-ci, qui sont très jeunes, et de dire, en fait, tu es le ou la bienvenue. Et le tout, c'est d'arriver avec ce que vous apportez, et puis ensuite, les parents aussi, de comprendre quelle est la motivation de leurs enfants par rapport à ça, qu'ils soient garçons, filles, qu'ils soient effectivement des personnes qui, peu importe leur genre, peu importe leur motivation, leur croyance, de savoir qu'il y a des choses à apporter là-dedans. Nous, ce qu'on fait avec Loisirs Numériques, c'est d'expliquer aux parents ce qu'est le jeu vidéo, de Fortnite à FIFA, en passant par des jeux qui sont peut-être un peu moins connus comme League of Legends, Assassin's Creed qu'on fait chez Ubisoft, et de montrer aussi que les jeux ont un côté ludique, qu'il y a plein de... Enfin, ludique, ludo-éducatif, je voulais dire. C'est-à-dire qu'on apprend des choses grâce aux jeux vidéo, et que même en étant dans le domaine depuis très longtemps, on continue d'apprendre. Donc, on ne vient pas avec un bagage tout fait de personnes qui sont extra lucides dans le jeu vidéo et qui seront totalement performants. C'est toute une gradation de compétences, de niveau, d'expérience et surtout d'expérience qui vont pouvoir enrichir un domaine qui est dynamique et sur lequel, en fait, tout est mouvant. Effectivement, on parlait de réalité virtuelle, donc la VR, la réalité virtuelle, il y a tout à inventer, tout à reconstruire, tout à casser. On oublie le game design du jeu vidéo traditionnel d'il y a 30 ans pour tout réinventer, en fait. De se déplacer dans un jeu vidéo réalité virtuelle, il y a tout le système de se téléporter grâce à la réalité virtuelle. C'est une nouvelle façon de se déplacer. Et bien tout ça, c'est souvent amené par des gens qui ne sont pas du jeu vidéo. Je pense notamment à un jeu qui s'appelle Disco Elysium, qui n'est pas connu du grand public. Disco Elysium, ça a été fait par une association culturelle de personnes qui sont passionnées de romans, de musique, et ils ont fait leur premier jeu vidéo qui est incroyable, qui est un des plus grands jeux de rôle qui a été fait ces 3 dernières années, mais parce que c'est des gens qui sortaient du domaine du jeu vidéo. Et je pense qu'il est important, tant pour une grande entreprise comme Ubisoft, que pour une petite structure qui se monte, des copains qui se retrouvent et qui se disent copains, copines, on veut créer un truc. Et bien de se dire qu'il y a autant des études que justement cet entrain, cette envie, et de personnes qui ont peut-être jamais fait ça et qui vont un peu aller chercher des choses à droite et à gauche en dehors de ce qu'est le jeu vidéo. Et c'est aussi pour ça qu'on a monté cette bourse du jeu vidéo. Donc la bourse du jeu vidéo, c'est, pour faire très simple, en gros, on paye les études à certaines personnes qui aimeraient entrer dans le domaine du jeu vidéo. On l'a dit tout à l'heure, c'est souvent des études qui sont payantes. C'est quelque chose que, à mon niveau, je regrette. Moi, j'ai fait un parcours en fac traditionnel, et souvent, les personnes qui sont là depuis très longtemps, soit sont autodidactes, soit ont appris sur le tas. Et c'est important de se dire que le jeu vidéo, ça peut s'apprendre au fur et à mesure aussi.
et que maintenant, effectivement, dans les grandes entreprises, ce sont les écoles les plus réputées qui vont mener à du recrutement. Donc, c'est Nenjmin, Lizard Digital, enfin, il y a plein d'écoles de jeux vidéo privées. Mais donc, on paye les études à ces étudiants en disant, voilà, tu n'es pas forcément du domaine, tu as envie de faire des choses, tu as démontré que tu veux faire des choses, nous, on croit en toi, on paye toutes tes études pour que justement tu aies un diplôme, que tu te concentres sur tes études, que tu sois diplômé et ensuite amené à ton premier emploi. Donc voilà, on les accompagne, on les coach, on leur propose des mentors et puis derrière, on les accompagne vers leur premier stage, première alternance, premier emploi. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est difficile parce que on se rend compte que ces personnes sont souvent découragées dans un monde très complexe, avec plein de choses, plein de moyens de te dire tu es le plus nul parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires qu'on partage sur les réseaux sociaux. Eh bien nous, on les rassure, on leur dit, voilà, crois en toi, fais ton portfolio, comme on disait tout à l'heure, tu te crées un espace, si tu fais du graphisme sur ArtStation, pour montrer que tu sais faire du dessin, derrière de venir sur des événements comme celui-ci, pour discuter avec des professionnels du secteur et ensuite se faire connaître et puis arriver à ton premier stage, premier emploi. Voilà. Est-ce qu'on a encore des représentations par exemple, un enfant qui va annoncer à ses parents « je veux être comédien ». Il dit « ok, passe ton bac d'abord, fais des études sérieuses, comme ça au cas où… voilà. » En gros, une décrédibilisation des métiers autour de comédien. Est-ce qu'il y a encore dans la représentation le fait que travailler dans le jeu vidéo, entre guillemets, malgré toute la pluralité qu'on a pu voir, est-ce que c'est encore un peu mal vu? Est-ce que c'est compliqué pour des enfants de dire j'ai envie de travailler là-dedans, alors que finalement c'est un loisir? Ben, je pense que pour les enfants, c'est pas très compliqué de le dire, les enfants, les ados, de le dire. Mais c'est ensuite les parents qui comprennent pas forcément la motivation qu'il y a derrière. Quand on veut être aussi, on parlait d'e-sport hier, l'e-sport, d'être compétiteur ou compétitrice e-sport, c'est pas compréhensible pour la plupart des personnes qui sont en dehors du domaine. Donc ces jeunes sont motivés à l'idée d'aller au bout de leurs envies, au bout de leur motivation, mais derrière de comprendre qu'il y a des métiers qui recrutent ou bien derrière d'avoir un talent qui va permettre de gagner des compétitions, c'est très difficilement compréhensible. C'est plus facile de dire je vais être avocat ou médecin ou vétérinaire que de dire je vais être game designer. Déjà, le terme en lui-même, pour quelqu'un qui ne l'a jamais entendu, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et notre travail, c'est aussi d'expliquer… Pardon ? Et c'est quoi, au fait, game designer ? C'est là où j'allais en venir. Donc, c'est vraiment de créer les règles d'un jeu vidéo ou créer les règles d'un jeu de façon générale. Donc d'avoir des règles équilibrées qui fait qu'on comprend la structure d'un jeu dans lequel on entre. Et dans Super Mario, c'est de comprendre que le personnage doit avancer de gauche à droite, parcourir des niveaux et puis arriver à la fin du niveau. Et donc de comprendre les règles de sauter sur les champignons ou sur les ennemis et puis qu'est-ce qui va vous faire perdre, de tomber dans un précipice, etc. C'est les règles du jeu, game designer. Et après, il y a plein de déclinaisons comme level designer, celui ou celle qui va créer les niveaux de jeu, etc., etc. Mais voilà, il y a plein de corps de métiers différents. Et c'est vrai que c'est autant des métiers qui sont nés grâce aux jeux vidéo que des métiers qui sont de créer des règles de jeu. Pour le Monopoly, ça existe, game designer. Donc, et pour le coup, c'est des choses qui ont toujours existé depuis l'âge de pierre, de créer des règles de jeu. Et puis derrière, la programmation, c'est un petit peu plus nouveau. Pour le coup, ça a 50, 60 ans. Et voire un petit peu plus, c'est les années 50, voire un peu avant, avec les gros ordinateurs. Et effectivement, d'être programmeur, ça peut se faire autant dans le jeu vidéo qu'en dehors du jeu vidéo. Donc tout ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour comprendre que dans un domaine aussi obscur que le jeu vidéo, où on crée des trucs incroyables, qu'il peut y avoir une personne comme 1000 personnes pour créer un jeu vidéo. Il y a des jeux formidables qui ont été créés par une seule personne qui est motivée, qui s'enferme chez lui ou chez elle et créer son univers, mais peut-être s'entourer à la fin pour faire quelque chose qui fonctionne bien. Puis il y a des équipes. C'est quand même l'exception, effectivement. Mais oui, effectivement. Mais et puis il y a d'autres jeux qui sont faits par 50, voire plus, voire 500 personnes, voire 1000 personnes. Des jeux comme Assassin's Creed, c'est des milliers de personnes qui travaillent là-dessus. Parce que le niveau de risque, il est pas. Si on parle aux parents, le niveau de risque c'est pas le même. Si votre enfant il veut devenir artiste ou dev, c'est pas la même chose. En fait, le niveau de difficulté, c'est le niveau de risque pour les. Je parle aux parents parce que j'en suis un. Quand mon fils m'a dit qu'il voulait pas faire de jeux vidéo, j'étais
partagé. Il veut faire de la physique, super. On peut faire de la physique dans le jeu vidéo. Non, mais la physique quantique, donc en jeu vidéo, ça va arriver, hein, je pense que ça va arriver au bout d'un moment. Mais... Donc en fait, le risque, c'est que dans l'art, mais c'est pareil sur toutes les carrières artistiques, c'est pas que dans le jeu vidéo. Oui, il y a une radicalité, il y a un risque personnel, parce qu'on met son cœur... c'est notre créativité personnelle qui est en jeu. Donc il y a un risque pour l'enfant d'échec, qui est un échec profond, hein, parce que échouer dans une carrière artistique, c'est compliqué. Donc, mais comme c'est une œuvre collective, ça réduit un peu ce risque. Par rapport à faire de la musique, etc., on est quand même sur une œuvre beaucoup plus collective que de sortir un album, même s'il y a des ingénieurs, il y a toute une chaîne. Après, dev, hein, franchement, sur les métiers tech aujourd'hui, c'est moins risqué que de devenir astrophysicien, hein. Ça recrute, ça recrute partout. Moi, je poste toutes mes annonces sur votre site et c'est heureusement qu'il existe, mais on n'a pas des réponses à toutes, hein. Donc aujourd'hui, c'est les développeurs qui nous choisissent. Moi, je ne choisis pas mes développeurs, hein. Je leur explique qu'on travaille que 3 jours par semaine en présentiel, qu'on a vu sur la mer, qu'on a un barbecue, qu'on fait aussi des barbecues VG. Voilà. Je leur donne tous les arguments que je peux leur offrir pour qu'ils viennent. Oui, mais ça dépend des corps de métier, ça. Parce qu'effectivement, d'être programmeur, c'est un métier qui est en contraction et sur lequel, justement, à la NASA, ils vont recruter les meilleurs. Sur les métiers de la tech, et particulièrement de la tech jeux vidéo, il y a énormément de concurrence. Et sur les moteurs temps réel, par exemple sur le mien, Unity, ça va encore, mais sur Unreal, c'est de la folie. Voilà. Et mais des sociétés partenaires qui ont choisi ce moteur-là, ils ont énormément de mal à recruter. Alors peut-être parce qu'on est dans le sud aussi, hein, on n'a pas un gros bassin d'emploi sur ces domaines-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi de la carrière. C'est vrai que là où les parents doivent accompagner les enfants, c'est que moi, je pense qu'il faut aider les enfants à s'épanouir, notamment quand ils ont une volonté artistique, mais il faut aussi leur donner les moyens de savoir si c'est ça qu'ils veulent vraiment faire, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'enferment dans une carrière qui n'en a pas une. Donc il faut qu'ils fassent, comme tu disais, un portfolio, il faut qu'ils regardent, qu'ils soient curieux. Aujourd'hui, il y a une chance inouïe quand même, c'est que tout existe en ligne. Enfin, les tutoriels qu'il y a, c'est fou. C'est fou ce que vous avez à disposition, c'est complètement dingue. On peut apprendre un moteur open source en 2 semaines avec des tutos. Il y a des cours pour faire des figurines en argile polymère. Il y a des cours pour apprendre le rigging, le skinning. Enfin, on peut tout apprendre en ligne aujourd'hui. Donc, c'est là où on peut savoir très vite, un enfant peut savoir très vite en fait si c'est la bonne voie. Après, il y a du travail, un peu de chance, et puis il y a des dispositifs comme le vôtre qui permettent de franchir la barrière si jamais elle est fermée. Oui, et puis nous, on encadre une vingtaine d'étudiants, de jeunes, vingtaine d'étudiants et étudiantes, mais je pense qu'il est aussi important de se dire que le jeu vidéo, effectivement, là on parle de métier, qu'on peut faire des jeux vidéo même à la maison de soi-même. Il y a plein de choses, plein d'outils qui permettent de créer des petits jeux très rapidement. Dans le jeu vidéo, on parle de game jam, qui sont en gros, un peu comme les musiciens vont faire des jams pour s'entraîner et s'amuser ensemble. Ça existe aussi dans le jeu vidéo, donc entraînez-vous. Et je pense que c'est super important de se dire que de créer des jeux vidéo, c'est un métier, mais c'est aussi... comme on fait des dessins soi-même, on n'est pas forcément payé, on veut être dessinateur et s'amuser avant tout, on peut s'amuser à créer des jeux vidéo. Et il y a plein d'outils pour pouvoir le faire aujourd'hui et montrer derrière, créer son portfolio, donc c'est le portefeuille de contenu qu'on a fait, de montrer des petits jeux qu'on a fait. C'est un bon moyen d'accéder justement aux différents métiers et de se faire un nom, de se faire repérer. Et oui, et je pense qu'il faut, parce que c'est mon mot principal, essayer de casser cet élitisme qu'il y a dans le domaine pour le rendre plus accessible. Et c'est aussi comme ça que les profils vont devenir de plus en plus variés. Aujourd'hui, on dit que le jeu vidéo, c'est avant tout une affaire... Là, on est 5 hommes, donc bon, je ne suis pas forcément blanc, mais voilà, c'est souvent une affaire d'hommes blancs... quinquagénaires qui sont là depuis 20 ans, 30 ans dans le domaine. Moi, ça fait très longtemps aussi que je suis dans le domaine, mais j'ai aussi conscience qu'il y a plein de nouvelles scènes, plein de nouvelles façons d'amener le jeu vidéo et que c'est important de considérer toutes ces énergies positives. Alors, je voudrais juste rajouter un truc je ne suis pas tout à fait d'accord sur le côté élitiste. Alors après, il y a qu'est-ce qu'on entend par élitiste? Je voudrais surtout pas donner de faux espoirs. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que le jeu vidéo est accessible à absolument tout le monde, des garçons, des filles, avec des diplômes ou pas de diplômes. Ce sera plus dur sans diplôme aujourd'hui. En même temps, moi, il n'y avait pas d'école de jeux vidéo quand j'ai commencé. Et il n'y avait limite pas d'école de programmation non plus. Donc, je suis totalement autodidacte sur le jeu vidéo.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois qu'on est en train de se faire hacker la réunion. Ouais. Non, mais welcome, welcome. Non, le truc, c'est que je suis d'accord sur le fait que tout le monde a sa chance. Par contre, tout le monde doit être, enfin, tous ceux qui ont leur chance doivent être déterminés. Et ça, je le maintiendrai. Quelqu'un qui choisit le jeu vidéo en se disant c'est cool le jeu vidéo et surtout je le choisis parce que c'est la voie facile, parce que c'est sympa, j'aime jouer et c'est un univers qui me plaît, point. Si on choisit le jeu vidéo par facilité, on n'y arrivera jamais. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui dessine dans son coin, qui dessine bien, qui a du talent et qui est déterminé, il y arrivera, c'est sûr. Mais il faut être déterminé. Il manque de femmes dans la tech. Dans la tech, on n'a pas assez de femmes, et c'est vraiment, c'est terrible. Hein. Oui, je pense que ça vient en contradiction de la détermination, c'est-à-dire que d'être déterminé, ça peut être déjà avant tout de vouloir travailler dans le domaine sans pour autant être le ou la meilleure absolument. C'est d'avoir envie d'aller au bout de ses idées. Ça, c'est ce qui est, voilà, c'est dans ce sens-là et de se dire. Et je pense que c'est c'est le travail aussi des employeurs de le faire, de redonner aussi cette confiance qui est de comprendre que même si tu n'es pas le ou la meilleure, tu peux faire des choses. Moi, je me considère pas comme le meilleur dans mon domaine. Je fais juste les choses. Je suis chef de projet. Je sais gérer des projets de bout en bout, mais je suis pas forcément le meilleur. Et c'est très difficile de faire un classement sur ces domaines-là. Ouais, ça me fait beaucoup penser à, pour avoir aussi un fils qui est musicien, qui est saxophoniste, qui passe le bac cette année et qui se dit quoi faire après. Donc il aurait des envies de travailler dans la géologie, par exemple, mais il est saxophoniste. Et il dit si jamais je voulais devenir musicien professionnel. Et donc on a regardé un peu. Effectivement, les parcours sont longs, c'est exigeant. Là, pour le coup, il y a une compétition féroce dans les conservatoires nationaux, par exemple, pour entrer dans les grands orchestres prestigieux, etc. Mais néanmoins, on peut avoir une pratique soit totalement amateur, soit ce qu'on pourrait appeler pro-am, enfin pro-amateur, enfin une espèce d'entre-deux. On peut être dans de la création, participer à des groupes, pourquoi pas même provoquer un nouveau style de musique, etc., qui sont nés juste d'amateurs qui se réunissent et pas forcément de grands professionnels. Et moi, je vois bien se côtoyer à la fois une grande industrie qui est très exigeante, et tu as raison, de ne pas créer de faux espoirs. Et derrière, il y a une compétition entre les studios et une compétition entre les salariés, d'une certaine façon, mais aussi tout un champ des possibles qui est très très vaste. Et depuis sa chambre, grâce au tuto, je crois pas qu'il y ait de jusqu'à compétition. dispositifs, Je suis pas d'accord avec toi là-dessus, mais vraiment pas. on peut peut-être avoir les deux. Non, mais je m'y oppose fermement parce que je suis absolument contre cette idée. C'est une vue de l'esprit en fait. C'est une déformation idéologique. Les studios sont pas en compétition. Les jeux, quand il y a deux jeux réussis, alors bien sûr les éditeurs font attention de ouais, alors ça oui, alors ça sur le recrutement on est en compétition, mais les salariés sont pas en compétition entre eux, ils sont pas en compétition entre eux, ils travaillent ensemble, donc et même les éditeurs, je veux dire, quand deux bons jeux sortent en même temps, les deux réussissent. Je veux dire, dans le temps, ils font le même chiffre que ce qui était prévu, donc ils évitent de coordonner leur campagne de sortie. Mais en réalité, moi je gagne pas parce qu'un autre a fait plus fort que moi, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Un jeu vidéo, c'est une œuvre. Et une œuvre, elle trouve son public ou elle ne la trouve pas. Et c'est pas lié à l'adversité. Moi, quand j'échoue, c'est jamais à cause de quelqu'un d'autre. C'est à cause de nous-mêmes. Donc il n'y a pas de compétition dans notre secteur, c'est faux. Les constructeurs sont en compétition, les éditeurs sont en compétition pour promouvoir leurs produits au bon moment, mais les studios de création, le seul arbitre qui vaille, c'est la création. Soit on réussit à créer une œuvre qui est originale, qui trouve son audience, qui trouve son public, soit on n'y arrive pas. Je veux dire. Sur les recrutements, c'est clair. Hein. Sur les recrutements, oui, mais ça, c'est une compétition positive pour eux. Pour les salariés, c'est super. Mais donc voilà, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de compétition, et je te laisse la parole. Il n'y a pas de compétition entre les studios. Par contre, il y a une compétition entre les gens qui cherchent à se faire embaucher. Oui, je voudrais juste. Ça marche pas? Si. Non. Je voudrais juste compléter un petit peu parce que c'est vrai que vous avez un discours d'entrepreneur très implanté dans le secteur et au fait, on va dire, des standards du jeu vidéo, des attentes de l'industrie du jeu vidéo. Mais les personnes qui sont en face de nous sont également là pour montrer un intérêt pour le jeu vidéo
vont rentrer, mettre un pied dans cette activité. Et donc, on est là pour échanger entre nous, mais on est aussi là pour apporter des réponses à ces personnes qui nous regardent. Et l'idée, c'est de dire que avant d'être un professionnel du jeu vidéo, on a été débutant, on est passé par des phases d'apprentissage. Et donc, c'est possible pour quelqu'un qui souhaite s'impliquer dans un parcours d'apprentissage que d'aller vers des étapes brique après brique et aller vers donc cette industrie. Alors peut-être pas rejoindre les grands studios, les champions qui vont avoir un potentiel de recrutement très, très étroit, mais vont pouvoir donner vie à leur idée, à leur projet. Voilà. Donc aujourd'hui, il existe des formations. Alors tout à l'heure, on parlait des formations payantes. C'est vrai qu'il y a des formations qui sont payantes, qui sont très chères. Moi, je pourrais me montrer critique, d'ailleurs, face à certaines de ces formations qui vendent pour le coup du rêve, pour moi, par moment. Il y a des formations qui sont très sérieuses, qui sont payantes, mais il y a des formations qui vendent du rêve. Moi, je pense que le circuit et les formations proposées sur le territoire offrent quand même des opportunités d'aller vers cet univers et de commencer votre parcours, d'investir cet univers, pour ensuite vous perfectionner. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'auto-formation, on parlait des tutos, tout le monde a accès à Internet, tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, vous tapez apprendre à faire un jeu vidéo sur Internet, vous avez un tuto qui va tomber sur Unity, on va vous dire lancer Unity, cliquez ici, cliquez là. Donc il y a plein de choses, mais on l'a tous fait. Apprendre tout seul, c'est pas forcément rigolo. Il y a des gens qui s'éclatent, mais c'est pas forcément rigolo. Et puis surtout, c'est très très long. Enfin, moi, c'est mon constat. J'ai appris beaucoup de choses tout seul dans le métier du développement, dans le métier de la tech en général. Ben oui, mais j'ai mis des années. Ça a été très très long. Apprendre avec un groupe, apprendre dans un circuit, c'est aussi l'opportunité pour vous de gagner du temps. Et donc, il existe des parcours de formation qui sont, alors je vais pas dire gratuits, parce qu'on s'interdit de dire gratuit, parce que rien n'est gratuit. Comme vous vous en doutez, ils sont pris en charge par Pôle emploi, par la région, pour citer les 2 plus grands opérateurs de prise en charge de formation, par les OPCO, si vous êtes suivi par un OPCO, et qui vous donne cette opportunité d'aller vous former sur ce domaine qui vous passionne déjà, mais que vous ne connaissez pas suffisamment pour évoluer dans cet environnement professionnel. Et après, à vous d'en faire quelque chose de ce parcours de formation. Et c'est là qu'on revient sur l'étincelle, la créativité, le fait d'aller se vendre face à un employeur, le fait de montrer ce que vous avez fait. Ça, c'est indispensable. On parlait, le mot book est sorti à un moment. Je veux dire, moi qui recrute, enfin qui essaye de recruter comme tout le monde des développeurs, je suis toujours déstabilisé par quelqu'un qui se présente et qui n'a rien à me montrer. Je trouve pas ça normal. Nous, on recrute que là-dessus. Hein. Book et test. Je trouve pas ça normal. Le diplôme, on s'en tape le coquillard. Hein, je vous le dis tout de suite. On n'en a rien à cirer. Voilà. Vraiment. Moi, le diplôme, ça m'intéresse absolument pas. Nous, on prend le book et on fait faire un test qui dure une journée. Donc, et en une journée, pour un dev, on sait ce qu'il vaut. Et sur l'art, c'est moins que ça, puisque en fait, on ouvre le book et on voit tout de suite s'il y a la maturité ou s'il y a un potentiel de développement, etc. Donc, à ceux qui nous écoutent et qui pourraient se dire c'est trop tard pour faire l'école d'ingénieur ou ils vont pas me prendre. Oui, il y a les écoles d'ingénieurs, mais oui, il y a aussi des opportunités. Il y a plusieurs chemins, plusieurs parcours qui vous permettraient d'atteindre cet objectif avec du travail, avec de l'énergie, avec de l'investissement, de l'engagement. Et ça, c'est pour moi l'un des facteurs les plus importants, parce que je suis encore aujourd'hui trop souvent confronté à des personnes qui sont en rupture avec l'engagement qu'ils ont pris dans une voie, dans une démarche. Et donc vraiment, c'est des choses qui comptent et qui comptent dès le départ, dès votre apprentissage. Ok, on arrive à la fin de notre temps d'échange. Mais si. Et je vais peut-être voir, est-ce que... Oui, c'est vrai. Est-ce que dans les personnes qui souhaitent investir ce secteur, devenir pourquoi pas un jour professionnel du jeu vidéo, est-ce que vous avez une question ou des questions à poser, ou quelque chose que vous n'avez absolument pas compris? Tout au fond là-bas. Attendez, on va vous donner un micro parce qu'on enregistre. En fait.
Oui, bonjour. Ma question, c'est savoir, là, vous parliez de formation et on peut se renseigner à quel endroit pour accéder à ces formations? Des formations, pas celles d'ingénieurs, pas celles des grandes écoles et Alors, voilà, des formations. Alors, évidemment, je pourrais parler tout de suite de mon centre de formation qui pourrait vous renseigner et vous donner et voir si un parcours de formation disponible vient rejoindre votre projet. Donc c'est quelque chose que l'on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'on reçoit des personnes qui souhaitent faire un parcours de formation, qui viennent avec une envie, un besoin, des compétences à investir. Et après, on voit si nous, organisme de formation, on a un parcours qui rejoint votre projet professionnel. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien. Après, plus globalement, l'offre de formation aujourd'hui, elle est très bien référencée, notamment sur le site du CARIF. Sur le site du CARIF, vous tapez CARIF OREF sur Internet, vous allez avoir les offres de formation référencées sur votre territoire. Et ça vous permet d'avoir un visuel sur l'éventail de possibilités et de formations sur l'ensemble du territoire. Et donc pas seulement l'organisme de formation mode qui est basé à Draguignan et qui pourra vous renseigner, mais toute l'offre de formation dans sa globalité. Après, plus globalement, pour venir un peu renforcer, c'est que je vous ai dit qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo dans les projets de formation. Ça nous a donné l'envie, à mode, de développer une ingénierie autour d'un nouveau parcours de formation innovant, autour spécifiquement des métiers du jeu vidéo, avec deux facettes, une facette développement de jeux vidéo et une facette événementielle. Et donc, cette formation, elle est encore à l'état on est au point de départ, donc elle n'est pas encore, on va dire, programmée, mais on ambitionne, dans les prochains mois, voire années, de mettre en œuvre un parcours de formation spécifique et entièrement dédié aux jeux vidéo. Merci. Basant sur des titres professionnels existants, presque traditionnels. Exactement, parce qu'on ne veut pas faire les choses à moitié, on ne veut pas limiter non plus l'aspect qualifiant. On l'adossera, ce parcours de formation sera forcément adossé à un titre professionnel, donc de développeur ou de designer. J'aimerais aussi ajouter qu'il y a déjà, il y a des formations publiques. On pense notamment à... En fait, la meilleure école aujourd'hui de jeux vidéo, c'est une école publique. Elle s'appelle l'ENGMIN. C'est l'École nationale du jeu et des médias interactifs, quelque chose comme ça, qui se trouve pardon ? Interactif et numérique, tout à fait. Qui est à Angoulême. C'est la meilleure, c'est la première et elle est publique. Et puis il y a des facs comme il me semble qu'à Saint-Denis, donc en région parisienne. Il me semble que autour de Lyon ou de Bordeaux, il y a quelques formations comme ça. Donc retenez également ça. L'ENGMIN dont on parlait, c'est le CNAM qu'il y a derrière. Donc c'est le CNAM, j'ai du mal, je me souviens plus ce que ça veut dire, mais des arts et métiers, exactement. Voilà. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis je pense notamment à tous les métiers qui sont autour du jeu vidéo. Moi, j'ai pas fait de formation dans le jeu vidéo, hein. Je travaille dans le domaine depuis très longtemps. J'ai commencé par des métiers de vendeur à la Fnac, à Micromania. C'est des métiers, moi, ça m'a nourri, hein, en tant que déjà pour mon salaire. Et puis, j'étais dans le jeu vidéo, donc d'être vendeur, c'était très cool pour moi. Et puis ensuite, il y a plein de métiers connexes, donc dans la gestion de projet. Moi, c'est ce que j'ai fait principalement. Dans la publicité digitale, dans le marketing. On parlait du marketing tout à l'heure. Le marketing, c'est des métiers qui vont aider les jeux vidéo à se faire connaître, comme ça pourrait aider n'importe quel produit culturel. Et ça, typiquement, il en faut dans le jeu vidéo. Quand on crée un jeu, il faut le pousser derrière sur les plateformes. Et donc, c'est le marketing qui permet ça. Donc, tout le marketing et de communication. Et puis, bien évidemment, tous les métiers autour du juridique, donc les métiers autour de... voilà, c'est une propriété intellectuelle, un jeu vidéo. Tout ça, il faut le protéger. Donc, il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des personnes, il y a des comptables, il y a des personnes côté RH. Enfin, voilà, il y a plein de métiers différents qui sont afférents au domaine du jeu vidéo. Et ça, c'est important aussi de les considérer, puisque sans ça, effectivement, ils ne se feraient pas connaître. Et des community managers aussi, community développeurs, donc des personnes qui vont communiquer avec les fans, et leur donner des éléments complémentaires qui vont justement tant les passionner que montrer justement des jeux. En fait, on parle beaucoup quand les jeux, avant qu'ils apparaissent, qu'ils sortent,
y a toujours une phase où on va présenter ce que va être le jeu, un peu comme une bande-annonce côté cinéma. On va montrer des nouvelles images, etc. Et c'est les community managers, community développeurs qui vont commencer à créer une communauté pour les jeux. Voilà. Et de nouveaux métiers aussi qui émergent. Bon, est-ce que streamer, c'est un nouveau métier? Ça fait un petit moment que ça dure, mais voilà, c'est en train de se structurer, c'est en train de se professionnaliser. J'ai même vu passer des actions de formation pour devenir streamer. Donc c'est plus un animateur en fait qui se diffuse en live. Voilà, donc il y a les métiers d'hier, les métiers d'aujourd'hui et les métiers aussi qui sont en train de se construire et qui peuvent se construire parfois de scènes indépendants ou d'un groupe qui va inventer un petit truc et qui d'un coup va se déployer comme un fétu de paille. Est-ce que vous avez une autre question? On pourra se revoir après. Oui. Bonjour, donc on m'entend bien? Oui, c'est bon. Moi, du coup, j'avais une question à vous poser un peu plus personnelle. Pour le contexte, je viens de finir ma formation en juin. En tant que junior, donc en tant qu'artiste 3D, et en tant que junior, j'avais des questions, si vous avez un conseil à me donner, parce que j'ai énormément de mal à trouver, vu que sur les sites, donc AFJV, je connais, je suis souvent, et ils exigent de l'expérience. Donc j'ai vraiment du mal à trouver. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux salariés. Est-ce que vous auriez des conseils ou quelque chose? Alors, à part donner des conseils aux entreprises, parce qu'effectivement, on a très peu d'offres pour des juniors. Il y a par contre pléthore d'offres pour des seniors, pour des leads, etc., etc. Ça s'explique de manière assez simple. D'une manière générale, les studios sont en retard. Et donc, ils cherchent des personnes dont ils n'auront pas besoin de les former, dont l'adaptabilité sera maximale. Et donc, pour ça, ils cherchent des seniors. À tort, je le pense, sincèrement, dans le sens où je pense qu'un junior s'adapte peut-être même mieux qu'un senior, hein, parce qu'il est plus malléable. Il accepte plus de la nouveauté qu'un senior. Mais par contre, effectivement, il va être moins prêt sur tous les process de production. Il va être moins prêt à s'intégrer dans une équipe qui a des habitudes, etc., etc., alors qu'un senior aura déjà vécu ça typiquement plusieurs fois. Et l'autre chose, et c'est un conseil que je donne aussi aux entreprises, c'est que aujourd'hui, la plupart des recrutements sont confiés directement au RH, qui n'ont pas de compétences métiers, c'est-à-dire qu'ils vont juger sur des critères objectifs. C'est-à-dire que le recruteur, la personne qui recrute en interne leur a dit « je cherche un infographiste 3D qui maîtrise tel et tel et tel et tel logiciel ». Du coup, si vous ne cochez pas toutes les cases, ah bah, le CV est rejeté. Alors que il suffirait, ah bah non, si tel logiciel, on en a besoin, mais si elle connaît celui-là, bah, il n'y a pas de problème, elle s'adaptera en une semaine. Voilà. À partir du moment où il n'y a pas les compétences métiers, où il y a un premier filtre objectif, du coup, on va rechercher des compétences précises et non pas de l'adaptabilité ou une capacité à vous adapter au... Voilà. Donc, mais ça va changer parce que de toute façon, il n'y a plus de seniors disponibles. Donc, il n'y en a plus du tout, nulle part. Et aujourd'hui, on a des offres d'emploi qui, au bout de 3 mois, ont 0 candidature. Donc, perdez pas espoir. Je vais juste compléter. Alors évidemment, j'ai pas de formule magique hein, pour l'accès à un premier emploi. C'est l'éternelle question de avant d'avoir d'expérience, on n'en a pas. Donc ça, c'est un vieux problème. Moi, si je devais vous donner un conseil, ça serait d'essayer d'enfoncer un petit peu la porte. Alors, enfoncer la porte, évidemment, sens noble du terme, c'est-à-dire faire connaissance avec l'employeur. Donc il existe des axes que vous pouvez travailler pour faire connaissance avec un employeur, autre que je me présente à un entretien d'embauche avec une checklist que je ne remplis pas en termes d'expérience. Mais vous pourriez par exemple proposer une immersion, faire connaissance avec l'équipe, montrer votre valeur sur le terrain et ensuite créer l'envie de travailler avec vous. Moi, j'ai dans mon entourage de stagiaires des belles expériences comme ça qui sont passées par une phase de je fais connaissance avec les employeurs, donc je vais dans une forme d'immersion
Et ensuite, bah, je crée le besoin autour de ma personne. Tout à l'heure, on parlait du book. Vous n'avez pas l'expérience, mais vous avez fait des choses. Donc le book, il est là pour ça. Il est là pour que vous puissiez appuyer votre travail et votre capacité à produire quelque chose. Ouais. Moi, Vincent, je pense que c'est même plus que ça. C'est que le book, je pense que ça appuie à rien du tout. C'est le cœur de tout. Il n'y a que ça. Alors, sur les entreprises de plus de 50 salariés, les studios de plus de 50, la réponse, elle vous est apportée. Il y a des RH qui sont en jeu. Allez, plus de 100. Ouais. Voilà. Il y a des RH structurés. Malheureusement, comme ils ont détaché la fonction RH aux non-spécialistes, ils sont obligés de définir des critères. Donc, ils vont mettre modeler, rigueur. Si vous n'avez pas la cochée, c'est mort. Donc, même si cherche des juniors, et là, tu as totalement raison, il y a quasiment plus de seniors sur le secteur. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, vous avez une chance, hein, si vous attendez assez longtemps, vous serez senior. Je sais, ça fait long. Donc, non, mais le book, c'est fondamental. Alors, là où je rejoins Vincent, c'est que doublement, parce qu'il faut un book, et surtout sur les métiers d'art. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, enfin, c'est pas possible en fait. Le métier le plus difficile pour se vendre, c'est game designer. C'est sur les usages. Parce que démontrer l'ergonomie ou la capacité à construire une mécanique de jeu, soit on a des crédits, on a déjà fait des jeux, donc c'est facile, mais quand on démarre, bah, il faut des prototypes de jeux, et c'est un peu plus long à fabriquer. Sur l'art, vous êtes un peu plus avantagé, vous pouvez faire des books. Et le book, vous pouvez être, comme disait Vincent, proactif, c'est-à-dire que moi, je reçois des gens qui m'envoient en fait des démos, des reels sur LinkedIn, etc. Ça ne me dérange pas, moi. Après, j'aime ou j'aime pas, je fais toujours passer. Et moi, comme je suis une petite structure, je fais passer à la personne qui recrute. Chez nous, on a un système, mais on est des gauchistes marxistes. Hein. Nous, on recrute c'est une décision générale. En fait, donc il y a une personne qui a un veto, c'est le lead en fait dans le domaine. Mais en fait, c'est une décision collégiale. Chez moi, il n'y a pas de. Moi, je suis président, mais je préside que dalle en fait. Donc, c'est une décision, c'est l'équipe qui choisit en fait le nouveau infographiste 3D qu'on a. Donc, ça se fait souvent sur les books, hein, l'entretien. C'est nous, on choisit de voir quelqu'un parce qu'il y a 3-4 personnes dans l'équipe, on dit waouh, elle a quel âge, hein? Elle a 20 et quelques années, elle fait ça en anime, mais c'est dément. Donc, et on a envie de voir la personne. Donc il faut faire des démos. Oui, et puis en fait, une fois qu'on sait ça, ben, il faut se distinguer. Et comment est-ce qu'on se distingue? C'est aussi en venant déjà sur des lieux comme déjà se présenter et puis de parler avec nous à la fin. Et puis ensuite, surtout lui là qui en recrute. Et ensuite, ben, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je trouve, moi qui encadre pas mal de juniors, en fait, il y a toujours l'inhibition de se dire, ben oui, mais il y en a plein qui sont connus, il y en a plein qui font des choses, qui ont leur book sur ArtStation ou autre. Ben, c'est de prendre la parole. Moi, par exemple, j'adore LinkedIn pour pouvoir m'exprimer. Et naturellement, les gens viennent me voir, pas forcément pour me proposer des jobs, mais pour entamer la discussion. Et c'est déjà un premier moi je cherche pas de boulot, donc, mais typiquement, moi ça m'a permis de trouver du boulot déjà, en faisant comme ça, c'est-à-dire en prenant la parole. J'ai créé, il existe effectivement, on peut laisser en plus son CV, il me semblait que pendant un moment on pouvait laisser son CV sur la FJV, C'est toujours le cas. toujours le cas, voilà. Donc voilà, et puis d'utiliser ces outils en disant bonjour, je m'appelle un tel, voilà ce que je sais faire, voilà mon book, j'adorerais travailler dans tel type d'entreprise ou faire travailler sur tel type de projet. Aussi d'apprendre à... Et ouais, ça c'est un très très bon point. Ouais, ouais, et puis... C'est-à-dire que ça, c'est une erreur, mais c'est pas que dans notre secteur, hein, c'est pas que dans le jeu vidéo. Les gens qui cherchent un emploi, quand ils s'adressent à une entreprise, c'est comme un rendez-vous amoureux. Vous pouvez pas vous pointer en faisant... Moi, j'ai pas envie d'avoir Siri en face de moi. Bonjour, je m'appelle Nicolas Romain, je suis infographiste 3D. Non, il faut que vous soyez... votre réponse, elle doit être adaptée à l'entreprise. Moi, quand quelqu'un vient me voir et que je lui demande la VR, vous en pensez quoi? Il me fait, je sais pas. J'ai fait, ouais, ok, on est mal barré quand même. Ouais, et Alors, puis... c'est peut-être irrationnel parce qu'il peut faire une très bonne 3D, ça peut être un excellent modeleur sans qu'il connaisse la VR, mais qu'il y a une absence totale de désir de l'entreprise et du projet, parce que c'est quand même des projets créatifs. Ça bloque quand même. Hein. Ouais, et puis je pense que c'est aussi important de ne pas se baser que sur les grandes entreprises. Moi, quand je discute avec des juniors, ils veulent tous rentrer chez Ubisoft, ils veulent tous rentrer chez Capcom, ils veulent tous rentrer dans ces grandes boîtes-là. Il y a énormément, je crois qu'il y a 700 entreprises en France de jeux vidéo. C'est donc middleware, il y a plein, ils font pas que de la création pure, mais il y a plein d'entreprises et je sais qu'il y en a plein qui disent ouais mais elle n'est pas connue, mais c'est pas grave, ça te fait une première expérience et puis tu verras si tu veux, si vraiment ton rêve c'est d'entrer dans telle boîte, si c'est pour travailler chez Epic pour Fortnite, peut-être que ça arrivera dans 10 ans, c'est pas grave, t'as 40 ans de carrière, donc ouais sans doute, mais voilà.
Et oui, effectivement, c'est en tout cas de se faire connaître, de prendre la parole. Moi, j'ai créé 2 groupes Facebook, alors même si maintenant c'est plus dans l'air du temps Facebook, mais 2 groupes Facebook, un dédié à l'emploi, un dédié au stage dans les jeux vidéo. Je dis aux personnes, écrivez, faites votre pavé. Salut, je m'appelle untel, je travaille sur ça. Toujours, s'il y a des touches derrière. Ça se transforme peut-être pas, mais il y a des touches. Tu trouves des personnes qui vont t'amener à d'autres personnes, etc., etc. C'est hyper important. Juste un autre conseil, c'était par rapport au fait d'essayer de rentrer dans l'entreprise. Ça va pas être facile. Cela dit, j'ai quand même un conseil, c'est-à-dire d'abord, n'arrêtez pas de travailler, surtout pour des infographistes ou des programmeurs ou des game designers. N'arrêtez jamais de travailler. Vous n'aurez pas le temps de faire quelque chose, une production ad hoc pour quand vous postulez. Par contre, n'hésitez pas quand même, je sais pas, Ubi cherche... Faites une prod qui correspond à Assassin's Creed. Vous n'aurez pas le temps de lui envoyer, mais c'est pas grave, vous lui enverrez après. Et là, vous allez commencer à marquer des points. Et on va vous rappeler, parce qu'on a vu que, 1, vous aviez postulé, 2, vous étiez revenu avec de la prod. Bon, si elle est pourrie, votre prod, ça ne marchera pas, hein, mais il faut un peu de talent. Hein. Mais voilà, et ça, c'est un très très bon moyen. Les recruteurs adorent ça. Le fait que vous montriez que vous êtes motivé et que vous travaillez. Vraiment, c'est super important. Et ça marche. Oui, juste pour... Ah, d'accord. Je disais tout à l'heure, faire connaissance avec l'employeur. Nicolas a dit c'est un rendez-vous amoureux. Bon, on va dire qu'on se comprend. Juste pour le petit exemple, il y a quelques mois, un designer est venu vers moi, m'a envoyé le logo de mon association, revisité. Il a retravaillé, il a passé du temps, il m'a renvoyé un logo, une charte graphique complète, revisitée pour mon association. Ça, si vous voulez, c'est le genre de truc qu'on n'oublie pas, on y repense. En fait. Voilà, il a fait un effort pour se distinguer par rapport à d'autres personnes que l'on va rencontrer voilà, c'est simplement quelque chose d'intéressant qui va vraiment vous distinguer par rapport aux autres. Voilà, donc ne vous découragez pas. Rien n'est jamais perdu. Ils vont même peut-être penser que vous avez travaillé sur Assassin's Creed. Alors, on va devoir arrêter là. On a un autre temps d'échange. Bien entendu, nos invités restent. Donc, vous pouvez évidemment mettre la main dessus. Ce n'est pas tous les jours qui sont réunis ici au fin fond du Var. Pour une fois, on les a pas ou en visio ou à travers un replay. Donc, n'hésitez pas, discutez avec eux, discutez avec un représentant, quelqu'un qui a une vision très, très, très générale de tout le secteur du jeu vidéo comme la FJV. On a un entrepreneur local, on a quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le secteur du jeu vidéo et qui est allé aussi sur le secteur associatif. Voilà. Et on a un organisme de formation. Donc, vous avez là une palette assez complète. Donc, n'hésitez pas à discuter avec eux. Merci beaucoup. Merci. Bye. Virus.